Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue ici à la Cité des sciences et de l'industrie pour débattre ce soir d'un sujet qui passionne les foules. Une preuve, la preuve s'il en est, c'est que nous faisons salle comble en ce début de soirée. Et je suis presque sûre que la pluie n'est pas la seule responsable, d'accord, de cette affluence. Nous allons discuter et débattre ce soir d'un sujet d'actualité, écran. Quel bouleversement pour notre cerveau. Les écrans, ils sont partout. J'en vois là, au premier rang. Je suis sûre que si j'avais une vue plus profonde encore, j'en aurais ailleurs. Des ordinateurs, des smartphones. Il y en a derrière moi, il y en a devant moi, sur les côtés. Vous en avez également dans vos poches, sûrement dans vos sacs, sur vos tables de chevet, de salon, de cuisine, sur vos bureaux, dans les transports en commun. Bref, nous sommes cernés. Ils sont partout. Comble de l'ironie, ce sont certains de ces écrans via les sites d'information ou les réseaux sociaux qui nous mettent en garde contre les dangers de la fréquentation assidue et répétée de ces mêmes écrans. Alors, pas un jour ne se passe sans que nous soyons mis en garde de leur toxicité, prétendue toxicité, des risques d'addiction, de la nocivité de cette fameuse lumière bleue qui envahit nos chambres juste avant l'heure du coucher. Les plus menacés à en croire la presse, et nos écoutiers, ce seraient nos enfants, bien entendu. Alors, les écrans, peut-on parler d'un pharmacone de nos temps modernes? Poison plus que remède. Quels risques pour nos cerveaux? Quels risques font-ils courir à notre mémoire? Mémoire contre mémoire, peut-être même à notre humanité. Pour en parler ce soir avec nous, en ma gauche, Francis Eustache, que je présenterai tout à l'heure plus en détail, Jean-Gabriel Ganassia et Serge Tisserand. Et pour débuter, et pour les habitués, et pour ceux qui l'attendent depuis le milieu du mois d'août, le fameux quiz qui vous donne un peu la parole, le temps que nos ténors se chauffent la voix. Première question sur l'écran, derrière moi. Est-il vrai qu'il existe plusieurs types de mémoire? Oui ou non? Nous votons à main levée, pas de secret ici entre nous. Qui pour le oui? D'accord, salle comble et main levée pour la première réponse. Nous verrons ça à la fin de cette conférence. C'est une façon pour moi d'être sûr que vous restez jusqu'à la fin. Pour ceux qui sont habitués, je la fais chaque fois, celle-ci. Nous sommes tous égaux face au risque de développer un usage problématique des écrans. Vrai ou faux? Pour le vrai? D'accord. Vous êtes courageuse, bravo. Pour le faux? Très bien. Une forte consommation de télévision augmenterait le risque de souffrir de la maladie d'Alzheimer. Vrai ou faux? Ou ne se prononce pas? Vous avez le droit aussi. Qui pour le vrai? Qui pour le faux? Très bien, on va commencer avec Francis Eustache, que je vous présente à l'instant. Francis Eustache, vous êtes neuropsychologue, vous êtes directeur de l'unité INSERM Neuropsychologie et Imagerie de la mémoire humaine à l'université de Caen, Basse-Normandie. Vous êtes également directeur d'études de l'école pratique des hautes études. Alors, mémoire contre mémoire, qu'est-ce qu'il en est de cette bataille? Vous avez, j'en parlerai à la fin de cette conférence, mais vous avez coordonné cet ouvrage dont je parlerai plus en détail, qui s'appelle « La mémoire au futur ». D'accord, vous avez coordonné cet ouvrage. Jean-Gabriel Ganassia a écrit un article, Alors, cette mémoire du futur, elle est nôtre, d'accord, un peu paradoxale, non, comme oui. Formulation, mémoire du futur. Moi, je croyais que la mémoire, c'était se rappeler ce qui s'était passé avant. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette question. C'est vrai que la mémoire au futur ou la mémoire du futur, ça peut paraître bizarre. Ce sont des mots qui, a priori, ne vont pas ensemble. Quand on pense mémoire, on aurait pu faire un quiz aussi. Quand on pense mémoire, on pense plutôt au passé. La mémoire, elle est attachée au passé et on s'est habitué à ça. Peut-être aussi que les livres, la littérature, les films nous ont habitués à ça. Et la mémoire, ce n'est pas uniquement le passé. Nous sommes dans le présent, hein, si on peut considérer que le présent existe. Je suis dans le présent, j'ai des objectifs, j'ai des aspirations. Il y a un contexte aussi qui va me pousser vers le futur, vers ce que je vais faire, vers ce que je veux faire. Quand vous vous réveillez le matin ou quand vous mettez le pied sur le sol, c'est qu'est-ce que vous allez faire dans la journée? Donc notre mémoire, elle est prospective. Donc notre mémoire, elle est foncièrement orientée vers le futur.
mais elle va s'alimenter de nos savoir-faire, de nos connaissances, de nos souvenirs. Donc en fait, la mémoire, c'est un vecteur comme ça, qui va de l'avant et qui fait des spirales et qui s'alimente du passé. Mais non, je pense que c'est un concept qui, quand on y réfléchit, qui est extrêmement juste. Alors, de façon assez paradoxale, c'est devenu une thématique scientifique à part entière depuis 10-15 ans. Si nous parlions la genèse de ce concept justement et du rapport que l'on a établi avec certains patients qui souffriraient d'amnésie. Oui, alors en fait, chez les scientifiques, ce concept de mémoire du futur, il a été observé chez des grands amnésiques, hein, des gens qui ont des troubles de mémoire très importants, chez certains amnésiques. Et quand on pose des questions du type « qu'est-ce que vous ferez demain ?» qu'est-ce que vous ferez après-demain ? Les amnésiques vous disent je vois pas, c'est blanc. Vous voyez, quand on leur pose des questions sur leur passé, ils ont oublié leur passé. Ça, on le sait depuis longtemps. Mais ce qui est important, c'est de montrer que ces patients-là ont aussi des difficultés de projection dans le futur. Ils savent ce qu'est le futur. Ils n'ont pas perdu le concept de futur. Ils peuvent imaginer des choses dans le futur. Ils peuvent vous dire, par exemple, comment se passe un mariage. Ils peuvent expliquer comment se passe un mariage. Ou comment ça se passe quand on prend le train ou quand on va... Vous voyez, les scripts généraux comme ça. Par contre, se projeter eux-mêmes dans le futur, voyager en quelque sorte dans le temps, ça leur est aussi difficile dans le passé que dans le futur. Ça, c'est en fait une notion très importante quand on réfléchit à la mémoire, ce qu'est la mémoire. En quoi ce voyage dans le temps est nécessaire et essentiel à justement ce qui nous constitue en tant qu'être humain ? Oui, alors, il faut aller au-delà du simple véhicule, vous voyez, qui nous permet d'aller dans le futur. Parce qu'aller dans le futur, c'est quoi ? C'est se projeter dans des scénarios plus ou moins plausibles. C'est-à-dire que ça va nous permettre, c'est un peu comme de la réalité virtuelle, vous voyez, c'est-à-dire qu'on est dans son fauteuil ou on est dans son canapé, et puis on explore par rapport à un problème donné, par rapport à un objectif donné, on explore des scénarios divers et variés. C'est un immense luxe hein, que de pouvoir faire ça. Et puis, potentiellement, on va explorer des pistes un peu fantasmagoriques. Pourquoi pas ? C'est notre imagination. Et on peut faire tout ça sans risque. Et puis, partir aussi dans des pensées imaginatives, créatives, c'est aussi... explorer des voies nouvelles. Donc ça va nous permettre de prendre des décisions sur des sujets très divers, des décisions un peu cartésiennes dans certains cas, mais des décisions aussi qui sont plus tournées vers la créativité, vers les arts. Il y a eu des travaux très jolis de montrer que cette mémoire-là, elle est en lien avec la créativité et qu'un créateur, un peintre, va mettre en jeu ce réseau-là quand il est dans des moments intenses de créativité. Donc, moi, j'ai envie de dire que oui, c'est essentiel. C'est une composante de nous-mêmes qui est essentielle. L'autre est aussi très présent dans cette mémoire. C'est aussi un voyage, hein, l'autre, le voyage vers l'autre. Et il y a eu des très beaux travaux d'imagerie cérébrale. C'est une autre dimension de la science actuelle qui a permis de forger en fait ce concept de mémoire du futur, qui nous montre qu'avec des études en imagerie cérébrale, qui montrent que nous avons hein, dans notre cerveau un réseau en partie commun qui nous permet d'accéder à notre mémoire autobiographique, qui nous permet d'accéder à cette mémoire du futur, et puis qui nous permet aussi de voyager vers l'autre. Ce que je suis en train de faire tout de suite en vous regardant, c'est-à-dire que je vais dans votre cerveau et j'essaie de comprendre si vous me comprenez. Vous voyez, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Je m'adapte à vous. Alors c'est une théorie parce que je ne suis pas sûr du tout de lire correctement dans vos pensées. Mais c'est ce qu'on fait toujours quand on interagit avec quelqu'un et c'est extrêmement précieux. Et quand malheureusement dans certaines maladies on perd cette capacité de s'adapter à l'autre, eh bien ça va conduire à des troubles du comportement. C'est souvent plus problématique d'ailleurs que d'autres troubles cognitifs. C'est pas du tout visible, mais ça va entraîner des troubles du comportement. Là aussi, c'est un domaine des neurosciences, qu'on appelle les neurosciences sociales,
qui s'est beaucoup développé depuis schématiquement le début des années 2000. Ça existait avant, mais c'était plus focalisé sur certaines pathologies neuropsychiatriques, alors qu'aujourd'hui, on appréhende ces mécanismes-là dans des situations multiples. Alors, cette fameuse mémoire du futur, si précieuse pour nous, en quoi peut-elle être menacée, menacée peut-être que le mot est trop fort, mais altérée ou modifiée par les nouvelles technologies, par les mémoires de nos appareils? Alors, mes collègues vont développer beaucoup les nouvelles technologies, etc. Mais d'emblée, ce que je veux dire, c'est que ces nouvelles technologies, premièrement, pour notre mémoire, elles sont extrêmement bénéfiques. Et qu'aujourd'hui, on a la chance de vivre dans un monde où on a accès à des connaissances via ces nouvelles technologies. Moi, je suis chercheur, mon métier a changé, et je pense qu'il a changé en bien, parce qu'on a une communication plus facile, on partage des données, on met des connaissances à disposition du monde, et il faut d'abord dire ça. C'est un moyen d'éducation extraordinaire. Après, comme toute avancée technique, avancée technologique, eh bien, il y a l'utilisation qu'on en fait. Et si on a une mauvaise utilisation de ces techniques, bien certes, ça peut nuire à la mémoire. Alors, de différentes façons. Comme dans le titre de votre conférence, il y a les écrans. Alors, il y a certes l'utilisation des écrans au sens dispositif physique qui peut nuire au sommeil, qui peut nuire à la qualité du sommeil. Et quand on nuit au sommeil, on nuit à la mémoire. Donc ça, c'est très simple à retenir. Il faut quand même donner ce message. Et puis après, et bien évidemment, il y a plus les contenus et l'utilisation que l'on va faire de ces contenus. Alors, peut-être en quelques pistes, pour bien mémoriser, on a besoin du sommeil, et puis on a besoin d'autres moments qui sont des moments un peu de quiétude, de repos, où on fait la synthèse. Et notre mémoire, c'est une synthèse. Elle nous permet de faire la synthèse. Donc on a besoin de ces moments-là. Et pour apprendre, il faut premièrement pouvoir se concentrer sur une information. Il ne faut pas que notre attention soit diffuse, il ne faut pas qu'on soit sans cesse dérangé en quelque sorte. Parce qu'on va mal apprendre. Donc on a besoin de ça. Et on a besoin de moments de calme où on n'est pas sans arrêt en situation stimulus-réponse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit toujours en train de répondre. Il faut qu'on prenne la main sur nos connaissances, sur notre mémoire en quelque sorte. C'est une question d'équilibre entre ce qu'on pourrait appeler la mémoire interne, même si le terme n'est pas excellent, mais j'en trouve pas de mieux. Vous voyez, ma mémoire interne, ma mémoire, et puis les mémoires externes. Il faut qu'on trouve un équilibre entre eux. C'est très important d'avoir accès à des mémoires externes, mais en même temps, il faut que j'ai le temps de faire la synthèse de ce que je puise dans ces mémoires externes. Sinon, ma mémoire, elle devient externe. Alors on est un peu à la limite de la science et de la science-fiction quand je vous dis ça. Mais il faut quand même réfléchir à ça. Il faut quand même réfléchir à ça, que ce qui compte, in fine, c'est quand même ma mémoire. Si je veux avoir des convictions, si je veux défendre des idées, mon libre arbitre, c'est moi. Alors certes, pour me forger ces opinions, j'ai besoin de l'extérieur, mais il faut aussi que j'ai ce temps qui me permet de me construire en quelque sorte. Vous disiez l'autre jour, quand nous avons discuté ensemble, que la plus grande qualité de la mémoire, c'était l'oubli. Alors, oui, ça c'est une autre façon de présenter la mémoire. D'ailleurs, dans la série de livres que vous évoquez là, le premier s'appelait Mémoire et oubli. Et peut-être que Jean-Gabriel rebondira sur ce point-là, mais c'est vrai qu'une des grandes qualités de notre mémoire, c'est de pouvoir oublier. Quand je parle de synthèse, la synthèse, ça implique le fait qu'on va conserver dans notre mémoire des éléments qui sont importants, qui sont cohérents avec nous-mêmes, et puis on va édulcorer. On ne va pas toujours oublier complètement, mais on va passer à l'arrière-plan. Et cela de façon un petit peu magique quand même. Il y a un côté mystérieux dans la mémoire, il y a un côté merveilleux, parce que notre mémoire, on n'est pas toujours en train de lui dire comment elle doit travailler. Elle va devant nous. Alors de temps en temps, elle fait des bêtises, parce que ça marche tellement bien qu'elle fait des bêtises. Mais vous voyez, c'est parce qu'elle est proactive. Notre mémoire, elle explore le monde en allant de l'avant. Donc
Donc elle prend des chemins, des fois elle prend des mauvais chemins. Et en prenant ces mauvais chemins, elle va accentuer des éléments qui sont importants pour nous à un moment donné, hein, vu là encore nos aspirations, nos objectifs, le contexte du moment, avec les gens avec qui on est, etc. Et donc la mémoire, elle n'est pas figée, vous voyez, elle n'est pas rangée dans des boîtes. Et tu t'exprimeras sur l'ordinateur, qui est très différent, même si évidemment l'informatique évolue énormément. Mais c'est quand même une des grandes différences, c'est que la mémoire humaine, y compris la mémoire de certains animaux aussi, hein, bien entendu, mais si on parle de la mémoire humaine, c'est ce que je connais le mieux. La sophistication de la mémoire humaine, c'est cette harmonie entre la capacité à conserver tout en modifiant et en même temps à oublier et à construire une représentation du monde. La mémoire nous permet d'essayer de comprendre le monde, ce qui n'est pas facile, et de nous situer dans ce monde, de nous situer spatialement dans ce monde, l'espace est très important, et de nous situer temporellement dans ce monde. Où est-ce que je me situe dans ce monde compliqué ? La mémoire, elle me permet de faire ça. L'espace-temps, se situer dans l'espace-temps, qui est la condition même de la prise de conscience de soi, quoi. De soi, exactement. Merci Francis Eustache. On va revenir tout à l'heure. Bien sûr, vous consultez avec les questions du public. Bonsoir, rebonsoir Jean-Gabriel Ganassia. Vous êtes spécialiste d'intelligence artificielle, président du comité d'éthique du CNRS. Bonsoir, vous savez que Francis Eustache m'a parlé de vous parce qu'il m'a dit, je crois qu'il vous a emprunté une observation. L'autre jour, il m'a dit que vous aviez dit que nous produisions maintenant, tous les jours, des dizaines de bibliothèques nationales de France, mais que ces connaissances-là étaient évanescentes. Alors, effectivement, j'avais des relations avec des équipes de littérature de la Sorbonne. Et pour leur expliquer ce qu'étaient les masses de données, j'ai pris une image qu'ils comprenaient bien. L'horizon du savoir, pour ces érudits, c'est la grande bibliothèque de France. Or, peut-être le savez-vous, il y a 14 millions d'ouvrages inscrits au catalogue des livres et imprimés. Alors, je me suis demandé, si on se restreint au texte, bien sûr, sans les images. Enfin, ce sont des littéraires, ils ne s'intéressent qu'au texte, ou presque. Mais si on s'intéresse au texte, on va prendre une limite supérieure, hein, qui est 1 million de caractères. Alors, quand on écrit des livres, hein, c'est vraiment une limite supérieure. Hein. En général, c'est moins un livre. Hein. Mais c'était une borne supérieure. Et donc, si on calcule en nombre de caractères, ça fait 14 millions fois 1 million, hein, de caractères. Hein, et si on traduit ça, hein, puisqu'en général il faut 1 octet pour coder un caractère, ça fait 14 téraoctets. Alors aujourd'hui, vous savez tous ce que c'est qu'un téraoctet, parce qu'un disque dur, c'est à peu près 1 ou 2 téraoctets. Donc vous voyez, quelques disques durs et on a la Bibliothèque nationale de France. Alors on pourrait bien sûr l'imaginer bientôt, hein, l'avoir dans notre poche, par exemple. Hein. Alors est-ce qu'on en sera plus intelligent pour cela, pour autant, hein? Est-ce que on maîtrisera, hein, cette Bibliothèque nationale de France? Peut-être pas. Hein, et je crois que c'est vraiment la question qui se pose aujourd'hui. C'est-à-dire, d'un côté, hein, cette prolifération de dispositifs de support externes de mémoire est fabuleuse. Hein, et tous les jours, nous utilisons ça, hein, en tant que chercheurs. Hein, ça nous permet hein, de rentrer en contact avec des gens du monde entier en lisant leurs écrits. Hein. Hein, moi, j'avais, il y a très longtemps, écrit un dictionnaire des sciences et nous étions invités pour l'écrire à la Fondation des Treilles. Je ne sais pas si vous savez, hein, c'était formidable parce que c'était un endroit qui avait été imaginé par Madame Schlumberger, la fille des ingénieurs Schlumberger, dans le sud de la France. Et elle voulait imaginer un lieu qui ressemblait un peu à l'atmosphère qui avait permis à la pensée d'éclore en Grèce. Alors elle avait une quinzaine de maisons et on arrivait et on s'asseyait dans les maisons. On n'avait qu'à écrire, hein, c'était formidable. Il y avait une piscine qui ressemblait au bassin d'Héraclione en Grèce, mais il y avait surtout une bibliothèque. Et c'était formidable parce qu'à toute heure du jour et de la nuit, on pouvait aller dans cette bibliothèque. Et je rêvais, je me disais, ça serait marrant de dormir dans une bibliothèque. Et puis un jour, je me suis réveillé, quelques années après, mais je me suis dit, mais
En réalité, ce rêve est exaucé aujourd'hui. Nous dormons tous dans une immense bibliothèque. Et ça, c'est extraordinaire. Alors maintenant, pour Alors, nous dormons revenir... tous, excusez-moi, je vous coupe, mais nous dormons tous dans une immense bibliothèque. Francis Eustache, tout à l'heure, disait que c'était magnifique, on avait accès à des connaissances incroyables, que vous, en tant que chercheur, votre travail était largement facilité, etc. Mais alors, à en croire certains articles, nous n'avons jamais été aussi bêtes qu'en 2018. Alors en fait, ça, je comprends pas bien. Et ça c'est très bien qu'on ait cette inquiétude de se dire peut-être qu'on devient bête parce que ça va nous stimuler. Comme donc si c'est très positif. Je crois qu'on ait ce type de réaction. Ce sont des vieilles réactions. En tout cas, sur la mémoire, vous savez, dans l'Antiquité, Platon, lorsqu'il écrit le Phèdre, vous avez parlé du pharmacone tout à l'heure, s'inquiète. Plus exactement, il met en scène Socrate qui s'inquiète parce qu'il y a des choses qui peuvent mettre en péril notre mémoire et nos capacités cognitives. C'est quelque chose que vous connaissez tous, c'est l'écrit. Et il se dit, attention, c'est dangereux. Et on trouve dans toute l'histoire des gens qui s'inquiètent de ce que la prolifération de supports externes conduit à la diminution de nos capacités. Effectivement, aujourd'hui, on pourrait dire, puisque tout est à l'extérieur, on n'a plus besoin d'apprendre. Et c'est vrai qu'il y a une transformation. Par exemple, on apprend de moins en moins, moi je le vois avec mon fils, on apprend de moins en moins de récitation. Et donc il y a un effet peut-être sur la pédagogie. De même que du point de vue intellectuel, par exemple, il y a une pratique, alors les plus anciens, nous on s'en souvient parce qu'on en faisait, c'était du calcul mental. Mais les plus jeunes, ils ne savent pas. D'ailleurs, quand vous allez dans une boulangerie, par exemple, vous voyez que les jeunes serveuses ne savent absolument pas ce que c'est que le calcul mental. Elles ont une calculette. Donc effectivement, on pourrait se dire qu'on est plus bête. Mais moi, je ne suis pas aussi pessimiste que ça. Je crois qu'on acquiert aussi de nouvelles capacités intellectuelles. Et je crois qu'il faut défendre quand même ce monde dans lequel on vit, parce que c'est une société de la connaissance. C'est une société dans laquelle l'activité, le travail, va être lié à nos compétences cognitives, nos facultés cognitives. Et on les développe de plus en plus. Comparons, je veux dire, il y a ne serait-ce qu'un siècle, si vous vous rappelez des métiers de vos grands-parents ou arrière-grands-parents, pour beaucoup d'entre eux, c'était des métiers physiques, des métiers dans lesquels l'activité, c'était un transfert d'énergie avec le monde environnant. Les ouvriers, les agriculteurs, c'est des métiers pénibles physiquement. Aujourd'hui, ce sont des professions qui sollicitent nos capacités cognitives. Même d'ailleurs, un ouvrier dans une usine, on va lui demander de solliciter les capacités cognitives. Donc je crois que ce sont des sociétés de l'intelligence. Donc je ne crois pas qu'on soit plus bête. Alors il y a des études effectivement qui montrent que pendant très longtemps, le QI a augmenté. Et puis depuis peu de temps, il y a certaines études, mais qui sont discutables, parce que pour qu'on puisse les conduire, il faut que les études sur le QI aient été enregistrées sur les mêmes cohortes de population. Alors dans des pays comme la Finlande, ils peuvent le faire, parce que je crois qu'au moment de l'âge du service militaire, on faisait passer, enfin, ou à certains âges, on faisait passer à tous les jeunes les mêmes épreuves. Et donc on aurait aperçu effectivement un arrêt de la progression du QI et puis une petite baisse du QI. Alors, beaucoup d'interprétations ont été faites, mais elles sont tout à fait discutables pour de multiples raisons. On a invoqué, par exemple, les perturbateurs endocriniens, on a invoqué les écrans. Mais quand on regarde, il n'y a aucune raison, parce qu'il y a d'autres épreuves qui montrent que ça n'est pas généralisé sur tous les pays. Et il faut, je crois, là, et c'est important puisqu'on parle d'intelligence, rappeler ce que c'est que le QI. Parce que ça ne signifie pas l'intelligence. Le QI, c'est une moyenne avec différentes épreuves. Et on a mis le 100 pour la moyenne de la population. Ça fait une courbe en grosse, et on a mis le 100 au milieu. Mais bien sûr, ces épreuves, elles sont liées aux compétences des gens. Et ces compétences, elles sont liées à leur éducation. Et bien sûr, si vous changez l'éducation, vous allez changer les compétences. Et moi, je me souviens, à propos du QI, il y a une quinzaine d'années, un peu plus, il y avait eu une épreuve du QI en direct sur M6, à laquelle j'étais invité. Et l'idée, c'était de diviser la population. Donc il y avait 5 groupes. Il y avait des étudiants, des chefs d'entreprise, des culturistes, des pâtissiers et des grandes blondes.
Et donc, on a comparé donc, le QI. Donc, bien sûr, moi, j'intervenais juste ponctuellement pour essayer de discuter un peu, d'amuser les gens. C'était très long, hein, ça durait très longtemps. Mais bon, c'était sympathique et tout. Et puis, au milieu de l'émission, il y avait des pauses. Hein, ça durait longtemps. Et tout d'un coup, au milieu de l'émission, bon, on savait, c'était classique, les étudiants étaient meilleurs, après les chefs d'entreprise, les pâtissiers étaient, etc. Mais alors, après, il y a eu quelque chose de pas du tout politiquement correct. Oui, et on a bien alors, compris. l'animatrice nous dit, attendez, il ne faut pas le dire, mais les grandes blondes ont des scores désastreux. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que le QI, j'ai dit, c'est différencié. Il se trouve que c'était un test allemand. Et en Allemagne, on apprend à l'école à faire de la géométrie projective. Et donc, il y avait un certain nombre de tests qui qui reposaient sur le repère spatial. Et il se trouve qu'effectivement, statistiquement, on sait que les femmes ont des performances dans les exercices verbaux bien meilleures et des performances dans les exercices de géométrie plus faibles. Et donc, ça désavantageait systématiquement, effectivement, les femmes. Donc, tout ça pour vous dire que le QI... Non, les grandes blondes, vous avez dit. Les grandes blondes, pas toutes les femmes. Bon, pas toutes les femmes, oui, tout à fait, les grandes blondes. Alors, tout ça pour que vous compreniez que cette notion de QI est fort discutable. Il y a un ouvrage d'un homme dont je ne tairai le nom, qui porte sur la guerre des intelligences et qui dit, on va avoir des machines qui vont s'opposer à nous. Alors là, je crois qu'il faut être très clair là-dessus, ça n'a aucun sens. Il a l'air de nous expliquer, d'une part, que les machines vont avoir un QI plus grand que le nôtre, ce qui n'a pas grand sens, même si elles sont plus agiles, si elles ont des performances meilleures sur un certain nombre de tâches. Puis c'est nous qui les fabriquons quand même. Voilà, c'est nous qui les fabriquons. Et surtout, l'idée, c'est que on les substantialise, enfin, d'une certaine façon, on en fait une espèce d'autre être. Or, je crois que ce qui est important, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on a affaire à quelque chose, vous voyez, c'est un partenaire, c'est-à-dire que ça va nous aider. Je vais prendre un exemple assez simple. Vous savez que les ordinateurs, depuis très longtemps, quand ils ont été fabriqués, dans les années 40, ils permettaient de faire des multiplications très rapidement. Nous, ça ne nous effraie plus qu'une machine, mais elles font des multiplications bien mieux que nous. C'est pas pour ça qu'on a l'impression d'être dépassé par la machine. Je crois que c'est vraiment exactement ce qui se produit aujourd'hui. Les machines sont capables de réaliser un certain nombre de tâches mieux que nous. Alors on s'est beaucoup intéressé aux jeux parce que ça a été considéré comme une épreuve. Vous voyez, les jeux, les premiers nés de l'intelligence artificielle ont appelé ça la drosophile de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la drosophile, c'est cette petite mousse qui cherche aux généticiens. Ça a permis de tester énormément de techniques d'intelligence artificielle. Effectivement, on a des machines qui, à certains jeux, sont meilleures que nous aux échecs depuis 20 ans, ensuite au Go. Mais ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on va devenir plus bête. Et moi, je crois que c'est le contraire. Je pense que grâce à l'intelligence artificielle, on peut devenir plus intelligent. Mais en revanche, effectivement, le risque qui est présent, c'est le risque que nous rentrions dans des sociétés de plus en plus inégalitaires. Parce qu'il y a ceux qui auront une éducation qui leur permettra de tirer avantage de toutes ces informations, de toutes ces connaissances qui sont stockées, et donc qui les utiliseront pour le mieux. Et puis, il y a ceux, bien sûr, qui n'utiliseront ces écrans que pour se divertir, et qui seront, d'une certaine façon, aliénés, qui seront asservis, bien sûr, à cela. Et là, c'est encore une question d'éducation. On va en parler avec Serge Tisseron. Juste une petite question, mais pour ma gouverne. Est-ce qu'on avait mesuré le QI des gens qui ont regardé cette émission sur M6 il y a quelques années ? Alors, parce que c'est plutôt le QI de ces gens-là qui m'intéresse. Certainement, mais il devrait être possible. Ceux qui l'ont regardé du début jusqu'à la fin. Non, je ne pense pas. Non. On avait mesuré le QI des gens dans la salle, mais autant. Mais en même temps, les gens qui étaient chez eux pouvaient très bien faire les tests et mesurer leur QI au cours de l'émission. Mais je ne suis pas certain qu'on ait demandé à ces gens de renvoyer publiquement leur score de QI. Merci beaucoup. On va revenir, bien sûr, tout à l'heure avec des questions du public. Rebonsoir, Serge Tisseron. Merci d'être là avec nous. Vous êtes psychiatre, membre de l'Académie des technologies, chercheur associé à l'Université Paris 7 Denis Diderot.
On va parler dans quelques minutes de l'importance de l'éducation par rapport au maniement de ces écrans. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce terme qu'on voit fleurir sur plein de sujets, hein, que ce soit l'addiction à la piscine le dimanche matin, l'addiction aux pâtisseries du dernier grand pâtissier du Marais, etc. Ce fameux mot d'addiction, quand on parle d'addiction aux écrans. Alors, qu'en est-il? Est-ce qu'on peut donner une définition qui serait autre qu'impressionniste, une définition médicale, et voir si on peut réellement, sans faire de contresens ou dans un emploi trop large, parler d'addiction aux écrans et aux nouvelles technologies? Oui, alors merci de cette question parce que dans votre quiz, vous avez posé la question de savoir si on est tous égaux par rapport à une addiction aux écrans. Alors j'ai envie de prolonger votre quiz par une question encore beaucoup plus simple. Qui parmi vous pense qu'il existe une addiction aux écrans? Ceux qui pensent oui, d'abord, lèvent le doigt, s'il vous plaît. Et maintenant, ceux qui pensent non. Alors, comme disait Coluche, c'est pas parce qu'il y en a beaucoup qui pensent faux qu'ils ont raison. Alors, vous savez sans doute que depuis quelques mois, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a décidé d'intégrer dans la classification internationale des maladies mentales un trouble nouveau qui a été désigné gaming disorder, c'est-à-dire on traduit par addiction aux jeux vidéo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les classifications internationales, enfin celle de l'OMS qui fait foi, eh bien, il n'existe qu'une seule forme d'addiction, un seul type d'écran, c'est l'addiction aux jeux vidéo. Il n'est pas question de la télévision, il n'est pas question des réseaux sociaux, il n'est pas question des sites de consultation en ligne, il n'est pas question de eBay, etc. Donc, vous voyez déjà, la définition de l'OMS est beaucoup plus restrictive que ce que beaucoup de médias nous l'ont laissé croire. Alors en plus, ce fameux gaming disorder, il faut bien comprendre que même ceux qui se sont battus pour que l'OMS reconnaisse ce gaming disorder ont dit attention, ce n'est pas une addiction au sens où le mot est employé lorsqu'on parle d'une substance toxique. Quand on parle d'une substance toxique, le mot addiction inclut notamment le fait qu'il y a un syndrome de sevrage physiologique quand on supprime le produit et qu'il y a un risque de rechute. On sait bien que les gens qui veulent arrêter de fumer doivent s'arrêter souvent plusieurs fois. Puis il ne faut pas fumer une nouvelle cigarette, on risque de rechuter. Même chose pour l'alcool, etc. Le sevrage total semble être la meilleure manière de sortir d'une addiction à une substance toxique. En revanche, les gens qui ont introduit le gaming disorder reconnaissent publiquement que l'idéal, c'est de transformer quelqu'un qui aurait une addiction aux jeux vidéo en un joueur normal de jeux vidéo, c'est-à-dire un joueur mesuré. Donc on voit bien que ce n'est pas le même processus. Alors par rapport à la question de l'addiction, il faut bien comprendre aussi que dans la même définition gaming disorder, le mot addiction est réservé pour le stade terminal. C'est-à-dire si un adolescent joue 6 heures par jour aux jeux vidéo, on ne peut pas dire qu'il a une addiction. Si en revanche il en oublie de manger, il en oublie d'aller aux toilettes, il est déscolarisé, c'est le stade terminal. Donc, un adolescent ou son mari? Non, mais je précise ça, c'est pour les grandes blondes de tout à l'heure, c'est pour équilibrer un peu dans les remarques. Et donc, il y a une autre, par rapport à votre quiz, alors il y a aussi un élément intéressant, c'est que oui, alors vous avez bien répondu là, c'est vrai que nous ne sommes pas du tout égaux par rapport au risque de développer une addiction aux jeux vidéo, gaming disorder. D'abord, il faut y jouer. Si vous n'y jouez pas, vous ne risquez pas de développer une addiction. Mais il y a un autre phénomène qui est valable d'ailleurs pour toutes les formes d'addiction, c'est qu'on considère que, ça fait bien longtemps, que le développement de l'addiction résulte toujours de la rencontre d'une personne et d'un produit. Alors les produits, ils se définissent par leur degré degré addictogène. Alors aujourd'hui, le problème, c'est que les fabricants de jeux vidéo, mais pas seulement eux, aussi, les fabricants de réseaux sociaux, essayent de plus possible, dans le cadre de ce qu'on appelle l'économie de l'attention, de fidéliser leur public et de faire en sorte, par un certain nombre d'astuces technologiques, que quand vous allez sur un réseau social, vous avez de plus en plus de difficultés à en sortir, et quand vous allez sur un jeu vidéo, vous avez énormément de difficultés pour en sortir. Tout est fait pour vous y restiez toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc ça, c'est le caractère addictogène du produit. Il y a un caractère addictogène de certains jeux vidéo, de beaucoup d'ailleurs. Mais les procédés utilisés ne sont pas toujours les mêmes. Mais en revanche, il faut que ça rencontre ce qu'on appelle l'addictivité, qui est une fragilité personnelle. L'addictivité, c'est assez compliqué parce qu'elle se définit en prenant en compte à la fois ce qu'on appelle les facteurs de protection et les facteurs de risque. Si vous venez de perdre votre femme ou votre mari, si vous êtes frappé par un deuil, une déception affective, la perte de votre emploi, la découverte que vous avez une maladie grave, vous augmentez vos facteurs de risque. Si vous avez un environnement chaleureux, sympathique, porteur, un métier stable, vous avez des facteurs de protection.
Donc l'addictivité, c'est l'ensemble des facteurs de protection et des facteurs de risque. Et le caractère addictogène du produit, c'est tous les efforts que font les fabricants de jeux vidéo, de réseaux sociaux, pour rendre leurs produits addictogènes. Et c'est cette rencontre qui produit le fait de se scotcher à une activité numérique, et puis si on n'en sort pas, eh ben, on peut petit à petit évoluer vers ce stade terminal qu'on appelle l'addiction. Vous voyez, tout ça invite à avoir beaucoup de prudence dans l'utilisation du mot d'addiction. L'autre jour, vous m'avez confié qu'en fait, le seul problème face à nos écrans, c'est le temps qu'on y passe. Oui, absolument. Alors, ça peut étonner, mais c'est vrai, les écrans ne sont pas un produit toxique. 5 minutes d'écran, c'est pas comme ça, respirer 5 minutes, faire respirer 5 minutes de gaz carbonique ou prendre 5 cc d'alcool. Voilà. Donc, les écrans ne sont pas un produit toxique. En revanche, tout le temps qu'on y passe risque d'être perdu pour d'autres activités plus importantes. Alors, à partir de là, tout dépend de l'âge, évidemment. Pour un enfant de moins de 3 ans, on sait évidemment qu'un enfant de moins de 3 ans, il a tellement de choses à acquérir. Son développement mental est tellement rapide, il est tellement curieux, il est tellement enthousiaste, il a tellement besoin d'interagir avec tous ses sens que le mettre devant un écran, c'est le priver de tous les apprentissages nécessaires à son âge. Parce qu'un écran, ce n'est pas une interrelation humaine, c'est à peine une interaction. Et quand c'est une interaction, elle est réduite à ce qu'on voit et à ce qu'on entend. Donc un appauvrissement considérable. Puis au fur et à mesure que l'enfant grandit, on va penser en termes de résultats scolaires, on va penser en termes de socialisation. Même chose chez l'adulte. Voilà, le temps passé devant un écran peut risquer de porter préjudice à sa vie professionnelle s'il perd le sommeil parce qu'il joue longtemps la nuit. Voilà, risque d'isolement affectif et tous les troubles aussi liés à la perte de sommeil. Donc selon les tranches d'âge, vous voyez, le temps passé a des conséquences différentes. Mais ce qu'on sait, c'est que la tranche d'âge chez laquelle les troubles entraînés par le temps passé sont irréversibles, c'est le tout petit. C'est-à-dire si vous décidez, vous avez un métier, une famille, et puis vous décidez de bloquer tous vos RTT pour regarder Game of Thrones du début jusqu'à la fin, ou jouer au dernier jeu vidéo qui est sorti du début jusqu'à la fin. Vous prenez 3 jours, pendant 3 jours, vous faites que ça. Au bout de 3 jours, vous reprenez vos activités à peu près normalement. Vous n'avez pas acquis un handicap. Par contre, chez le tout petit, avant 3 ans, surtout encore à 4-5 ans, eh bien, le privé des interactions qui lui permettent de développer toutes ses capacités, c'est l'en priver irrémédiablement. Alors évidemment, rien n'est jamais impossible à rattraper, parce que les enfants qui sont confrontés aux technologies numériques ne sont pas comme des enfants abandonnés dans un orphelinat en Roumanie, mais, à l'époque de Ceausescu. Mais en revanche, c'est vrai qu'il faut quand même veiller à ce que les enfants qui passent du temps dans les écrans puissent compenser ce temps perdu par des programmes assez intensifs, de développement de l'habileté manuelle, des capacités d'attention, des capacités de concentration, voilà, et leur laisser le temps de dormir, puisqu'on a parlé du sommeil. Vous parlez de temps perdu comme en fait, comme si même à cet âge-là, il n'y avait pas de bienfait des écrans. Alors si, il y a des bienfaits des écrans, mais pas entre 0 et 3 ans. Alors il y a des gens qui disent il y a des logiciels intéressants. Ils n'en ont jamais fait la preuve. Lorsque, en 2013, nous avons publié l'avis de l'Académie des sciences, j'avais suggéré que nous montions, dans les suites de ce rapport, un groupe de travail pour mesurer l'efficacité réelle des logiciels présentés par les fabricants comme ayant des vertus éducatives pour les tout-petits. Je ne croyais pas que nous pourrions le faire parce que ça nécessitait de l'argent. Et puis en plus, étudier un logiciel, l'efficacité d'un logiciel, ça prend beaucoup de temps. Et si qu'on arrive à démontrer qu'il est efficace ou qu'il n'est pas efficace, au bout de 3 ans, il n'est plus sur le marché. En revanche, c'était l'idée de voir comment les fabricants allaient réagir. La réaction ne s'est pas fait attendre. Il y a eu une levée de bouclier des fabricants qui ont dit « Nous ne voulons pas que l'Académie des sciences mette son nez dans nos affaires ». C'est-à-dire que ça disait clairement qu'ils n'étaient vraiment pas convaincus du tout de fabriquer des produits ayant les qualités pédagogiques qu'ils présentaient en public. Et donc, du coup, aujourd'hui, alors, on peut imaginer qu'il y a des logiciels éducatifs, mais personne ne sait lesquels. Voilà. Donc, en revanche, il y a beaucoup de logiciels qui permettent de passer un bon moment avec un tout petit. On joue avec lui, on le regarde, il nous regarde, on rigole. Voilà. Et donc, les seuls logiciels adaptés aux tout petits, c'est les logiciels qui vous feront plaisir quand vous les utiliserez avec eux. Donc, ça veut dire éventuellement 5-10 minutes, un quart d'heure de temps en temps, voilà, pour le plaisir de partager un moment.
Mais alors quand l'enfant grandit, surtout à partir de 6 ans, alors c'est vrai qu'il y a des possibilités plus importantes. Alors on cite souvent Scratch, hein, puisque maintenant en plus c'est inscrit au programme scolaire en 5e, mais il y a des formes simplifiées qui peuvent être utilisées dès 6 ans. La photo numérique, les possibilités de retouche, le cinéma image par image, hein, le stop movie, puisqu'on peut en faire à partir de tablettes, des logiciels sur tablette qu'on peut installer gratuitement. Et puis, puisqu'on parle de mémoire, il ne faut pas oublier non plus le fait qu'on peut, sur Internet, rencontrer des personnes qui ont pu vivre des événements semblables aux nôtres, des événements traumatiques ou des événements heureux. On peut partager avec eux. Donc, plus on grandit, plus les mondes numériques permettent d'enrichir nos expériences. Les jeux vidéo même, il a été montré que les jeux vidéo de tir en première personne, un first-person shooter, ça veut dire que c'est ces jeux où on a une arme, voilà, pas les plus nombreux, mais les plus joués, pouvaient avoir des vertus sur les capacités d'attention et de concentration si on y joue sur des petites fenêtres quotidiennes. Voilà, donc les capacités d'attention et de concentration grâce à certains jeux vidéo. Donc voilà, il y a des intérêts, en effet, il y a des intérêts aux outils numériques qui sont évidents, mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est de trouver l'équilibre entre le temps qu'on passe à ces activités-là et le temps qu'on passe à d'autres activités. Il y a quelques mois, ici même, nous évoquions les bienfaits des serious games pour tous les patients qui souffraient de troubles neurodégénératifs. Tout à fait. Alors, les serious games, c'est un domaine en pleine expansion. Le terme est un peu baroque, un serious game, un jeu sérieux. L'idée, c'est de s'appuyer sur les recettes, enfin, sur les ressources du jeu vidéo, de nous donner envie d'y retourner pour inviter des personnes à refaire, à répéter des actes moteurs ou des opérations mentales qui, petit à petit, vont leur permettre de retrouver des compétences qui ont été perdues. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que les fameux procédés utilisés par les fabricants de jeux vidéo pour que nous ayons toujours envie d'y revenir et d'obtenir de meilleurs scores, ces mêmes procédés sont utilisés dans les serious games. Et ça montre bien que c'est l'objectif au service duquel est mis la technologie qui est important, et que la technologie en elle-même, dans ce domaine-là, elle peut être utilisée de beaucoup de façons. Merci beaucoup, merci à vous trois. Nous allons maintenant voir si notre public est inspiré et a envie de poser des questions. Je suis presque sûre que oui. On lève le doigt bien haut. Bonjour, merci beaucoup. Monsieur Tisseron, désolé, j'ai pas lu vos livres, mais je me posais une question concernant vos méthodologies de recherche et sur quelle base quel est votre échantillon ou quelles sont les recherches que vous avez menées sur les petits de 0 à 3 ans pour dire qu'effectivement il y a des choses irréversibles, parce que la thèse semble très pertinente de dire que ils ne pourront pas rattraper le retard à cause du temps qu'ils n'ont pas passé à l'apprentissage, mais est-ce qu'on a mesuré ça empiriquement ? Merci. Non, vous n'avez pas parlé d'irréversibilité, il me semble. Ce n'était pas comme les enfants abandonnés dans les orphelinats en Roumanie sous le système Ceausescu. J'ai dit au contraire que les enfants qui sont confrontés aujourd'hui beaucoup aux écrans, par ailleurs, ont un entourage même plus ou moins stimulant, mais qu'on peut rendre plus stimulant. Et puis, ils peuvent aussi avoir une scolarité qui va permettre en partie de même bien compenser les déficits qu'ils ont pu avoir. L'être humain est ainsi fait que rien n'est jamais perdu. Simplement, plus on attend longtemps, plus c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que c'est très important. L'école obligatoire à partir de 3 ans, mais bon, de toute façon, elle était déjà en grande partie. Beaucoup d'enfants déjà fréquentaient l'école maternelle. Mais c'est très bien parce que ça permet à des enfants qui, peut-être jusque-là, passaient beaucoup de temps la journée devant des écrans, de pouvoir bénéficier d'une scolarisation qui va leur permettre de compenser justement et de rattraper des troubles qu'ils auraient pu développer les années précédentes devant les écrans. Une question ? Ici. Oui, merci, monsieur Tisseron, toujours. Et dans la continuité de la question, en fait, du coup, je suis ici. Je pense qu'on est nombreux à avoir vu cette étude qui dit que des enfants qui ont été exposés à des écrans, etc., n'ont pas du tout la même manière de dessiner des personnages, par exemple, etc. Je ne sais pas si vous avez connaissance de cette étude. Bien. Je ne sais pas si elle est réelle ou pas, justement, c'est l'occasion de nous le dire. Et donc, en fait, on voit dans cette étude, peut-être vous pourrez nous le dire, pour ceux qui ne l'ont pas vu, que
les enfants qui ont été exposés à un certain nombre d'heures devant des écrans dessinent des personnages relativement riches, etc., des petits dessins bien faits, etc., alors que ceux qui ont été... Je ne sais plus ce que j'ai dit, dans quel ordre j'ai commencé, mais en gros, voilà, vous avez compris la question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a une influence sur l'imagination de l'enfant? Est-ce que... Enfin, voilà, un petit peu dans la continuité de tout ce qui a été dit là. Merci. Alors, le problème, c'est que ça n'a jamais été une étude. Ça a été des dessins recueillis par un médecin autrichien pendant toute son activité professionnelle. Et puis, clientèle du tout venant. Hein, voilà. Et ce médecin autrichien, ensuite, a rendu ses dessins publics et 6 dessins ou 8 dessins ont été sortis de ces échantillons. 3 ou 4 dessins, en effet, très structurés et 3 ou 4 dessins abominablement déstructurés. Et il se trouve que les 3-4 dessins très structurés correspondent à des enfants ne regardant pas la télévision ou la regardant moins d'1 heure par jour, je sais pas, alors que les dessins très déstructurés concernaient des enfants, je crois qu'il a regardé, il me semble, plus de 4 heures ou 5 heures par jour. Voilà. Alors tout le problème, c'est que vous savez, il y a dans la population un certain nombre d'enfants qui ont des troubles psychotiques, des troubles autistiques, qui ont probablement fait partie de la clientèle de ce médecin autrichien. Et comme nous ne savons rien des diagnostics qui ont pu être portés sur ces enfants, et comme il y a 1% d'enfants dans la population qui présentent des troubles de type autistique ou psychotique, rien ne prouve que ces dessins-là, très déstructurés, ne viennent pas de ces enfants-là. Donc je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas des problèmes à laisser des enfants dans la télévision. Depuis 1997, j'ai écrit « Y a-t-il un pilote dans l'image ?» justement pour dénoncer les problèmes liés à la surconsommation de télévision. À l'époque, il y avait que la télé, hein, voilà, c'était le seul écran dans les maisons. Mais en tout cas, cette étude ne prouve absolument rien. C'est tragique d'ailleurs parce que un certain nombre de personnes qui l'ont balancé sur Internet et qui l'ont relayé sur Internet savent très bien qu'elle ne démontre rien, mais quand je leur en parle, certains me disent oui, mais ça frappe les imaginations. Ça pose une vraie question éthique. Jusqu'où a-t-on le droit de relayer des documents que l'on sait n'avoir aucune valeur pour essayer de provoquer un choc émotionnel afin de faire évoluer les gens? À mon avis, ça pose un énorme problème éthique. En plus, je ne suis pas sûr que les gens confrontés à ces dessins trouvent vraiment à partir de là des raisons pour changer leur comportement. C'est un choc, c'est sûr, mais ce n'est pas un choc qui les renvoie directement à leur propre vie, à leur vie quotidienne, à leur éducation pédagogique, etc. Donc voilà, en tout cas, j'ai écrit là-dessus, mais je verrai sur Internet, je ne suis pas le seul à avoir dénoncé la supercherie. Francis Stache et Jean-Gabriel Ganassi, est-ce que vous avez des choses à rajouter au sujet de cette question qui a été posée? Non, moi j'ai quelque chose à rajouter sur la notion d'écran, qui est peut-être un tout petit peu ambivalente. Enfin, c'est effectivement pas la même chose qu'un écran de télévision et puis un écran de jeux vidéo. Je crois qu'il y a la notion d'interactivité qui est extrêmement importante. Et on nous a dit tout à l'heure effectivement que il y a des gens qui passent énormément de temps devant leurs écrans, qui se perdent. Et puis, si on se souvient, il y avait au XIXe siècle des pédagogues qui s'inquiétaient de gens qui lisaient trop, hein, qui étaient perdus dans les romans, hein, qui surtout quand c'était des sens. femmes. Très dangereux pour les femmes à lecture. C'était très dangereux pour les femmes, effectivement, à l'époque. Hein, des romans licencieux. Donc non, mais même Charles Bovary l'a payé très cher. Voilà, exactement. Je crois qu'il faut vraiment avoir ça en tête pour comprendre quand même que ce dont on parle, c'est quelque chose de très précis. Hein, et il me semble que l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est avec une stimulation excessive due à l'interactivité. Et alors, c'est pas tout à fait la même chose que la télévision. La télévision a d'autres défauts aussi, et ça nous permettrait de mieux comprendre exactement quels sont les dangers. Sinon, j'ai peur que on classe sous le terme écran des réalités extrêmement différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, moi, par exemple, je passe énormément de temps devant les écrans, mais pas tellement.
enfin trop, lorsque je réponds à mes mails de façon interactive, hein, et j'essaye de diminuer. Je ne veux pas assurer que j'y parviens, mais il y a des moments de lecture. Hein. Par exemple, j'ai une liseuse. Hein, et à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que c'est un écran? Oui, d'un certain côté, mais d'un autre côté, d'abord, c'est un écran un peu différent, hein, de ce que nous avons ici, parce qu'il est moins actif. Et puis, c'est de la lecture. Hein. Alors, un tout petit peu différent de la lecture classique, mais en même temps, c'est de la lecture. Je prends des notes, hein, et je crois qu'il faudrait bien sûr serrer, hein, ce qu'on entend par écran pour répondre exactement. Oui, Francis Eustache, quand vous parlez de mémoire, on parle d'interactivité, je veux dire juste un mot. Il ne faut pas confondre interactivité qui peut être limitée à la vue, à l'index, au pouce, à l'audition, et puis interrelation multimodale. Interrelation multimodale, c'est ce qui se passe entre deux humains qui se regardent, qui bougent, voilà. Autour de l'interactivité que nous proposent les écrans, il n'y a pas de toucher, ou très peu. Le toucher est réduit à le toucher tactile, épicritique, léger, voilà. Et puis, il n'y a pas d'odeur, et puis il n'y a pas de visage. Donc, il ne faut pas confondre interaction telle qu'on nous la vante dans certains écrans et les interrelations multimodales dont le tout petit enfant a absolument besoin pour développer ses diverses compétences. Francis Eustache, vous parliez tout à l'heure de mémoire du futur, de l'importance pour notre imagination. Oui, je voudrais répondre essayer de répondre à plusieurs questions qui ont été posées, dont la première qui était très intéressante, c'est la preuve scientifique et puis la façon dont tu as répondu, Serge, sur l'aspect éthique, notre position en tant que scientifique quand on interagit avec un public intéressé. Et sur ce sujet donc, des nouvelles technologies, ce qui est difficile, c'est que ce sont des technologies qui évoluent extrêmement vite. Et donc, vous savez, les grandes études épidémiologiques qui nous permettent de donner comme ça des résultats définitifs, il y en a très très peu, parce que c'est un monde qui change très très vite. Donc, nous scientifiques, vous parlant, en répondant à vos questions, quelque part, on prend un risque, je trouve, sur ce sujet-là, parce qu'on est obligé de faire des inférences. On est obligé de faire des inférences. Par exemple, moi, je vais dire sur la question de la mémoire, pour bien mémoriser, eh bien, il faut avoir une attention qui soit focalisée sur l'information. Et si je suis distrait par toutes sortes d'informations, eh bien, je vais moins bien encoder en profondeur l'information. Ça, il y a pléthore d'articles qui montrent ça. Et si on observe ce qui se passe dans le monde des jeunes, des enfants, des adolescents, eh bien, c'est vrai et ça a été montré notamment dans l'étude de l'INSERM qui a été publiée cette semaine, c'est que de plus en plus, on utilise différents outils en même temps. Donc, moi, en tant que spécialiste de la mémoire, et quand je suis face à vous, j'ai envie de vous dire ça. Par contre, les relations de cause à effet, il faut s'en méfier. Et on est évidemment dans des situations beaucoup plus complexes que ça. Et dire qu'un enfant qui passe 7 heures devant la télévision, parce que j'ai vu ça, il va avoir un moins bon QI. C'est pas l'effet des 7 heures devant la télévision. C'est des facteurs multiples. Généralement, des facteurs sociaux qui entrent en ligne de compte. C'est-à-dire que les enfants, de façon générale, je ne peux pas dire tous les enfants, mais les enfants de façon générale qui vont être livrés comme ça 7 heures devant la télé tous les jours, il y a d'autres facteurs qui vont contribuer au fait. Alors bon, je suis d'accord avec toi sur le fait de critiquer le QI. On peut critiquer le QI. Bon, c'est une mesure comme une autre. Enfin, en tout cas, c'est un indicateur du fonctionnement cognitif, même si on le critique. Donc je pense que pour ce sujet des écrans en général, évidemment, et l'utilisation des écrans, c'est comme ça qu'il faut comprendre la conférence. Disons que je me sens moins à l'aise que sur d'autres sujets qui concernent la mémoire. Si vous me demandez de parler de la maladie d'Alzheimer, je vais vous montrer des recherches qui sont faites, par exemple des cohortes qui sont suivies pendant 30 ans. Vous voyez, on est sur quelque chose de plus solide. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'exprimer. En tant que scientifique, en tant qu'expert de différents domaines, là on est complémentaires tous les trois, moi je pense qu'au contraire, on doit participer tous ensemble à cette réflexion. Parce que
c'est un vrai sujet de société. Et, donc, et ça nous préoccupe à la fois en tant que scientifiques et en tant que citoyens, parce qu'on a des enfants, on a des petits-enfants, etc. Donc c'est à la fois une réflexion presque philosophique, c'est-à-dire le lien mémoire interne, mémoire externe, la discussion qu'on avait tout à l'heure, et puis c'est en même temps extrêmement concret. Hein. Donc voilà, c'était ça ma réaction. Merci. Une question. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question concernant, vous avez dit à un moment donné que les réseaux sociaux et autres mettaient tout en œuvre pour que, enfin, quand vous parliez des addictions, je change de sujet, hein, quand vous parlez des addictions, mettaient tout en œuvre pour qu'on passe de plus en plus de temps en fait sur ces différents réseaux. Est-ce que vous pouvez donner des exemples sur les méthodes et les moyens en fait qui sont mis en œuvre, des exemples en fait qui font que justement on ait plus de mal à en sortir et pourquoi en fait on y reste. Enfin, voilà, je ne sais pas si je suis claire. Oui, alors les jeux vidéo, les réseaux sociaux, donc on va commencer par les jeux vidéo parce que les procédés sont plus riches. Vous avez le fait de faire apparaître dans certains jeux vidéo des récompenses aléatoires, ce qui veut dire que une fois par jour ou une fois par semaine, les personnes qui sont en train de jouer peuvent avoir la chance d'obtenir des nouvelles armes, des nouveaux équipements, et donc ça invite à rester branché en permanence de manière à ne pas rater le moment où tous ceux qui sont en train de jouer à ce moment-là bénéficieront d'une sorte de manne miraculeuse qu'ils n'ont pas à gagner par leurs efforts, mais qui leur est octroyé parce qu'ils sont branchés au bon moment pour la recevoir. Vous avez aussi le fait que beaucoup de jeux, mais la plupart des jeux sont gratuits sur Internet, mais si vous voulez vraiment commencer à devenir performant, à moins de passer des heures et des heures dans la méthode gratuite ou des dizaines d'heures dans la version gratuite, le mieux c'est d'acheter. Donc on dépense 10 €, 15 €, 20 €, c'est pas grand-chose, mais les chercheurs en caractère addictogène des jeux vidéo ont montré que lorsque quelqu'un commence à investir de l'argent, il a beaucoup plus de difficultés à quitter le jeu, même si ce sont des petites sommes, parce qu'il a l'impression que s'il quitte le jeu, il aura perdu son argent. Donc tout est fait pour inviter les joueurs à commencer à investir des petites sommes, 2 €, 3 €, et dès la petite somme investie, eh bien, les chercheurs en caractère addictogène des jeux vidéo ont montré qu'il y avait le risque d'investir plus et il y avait moins de possibilités de se dégager du jeu. Il y a d'autres procédés que j'ai développés sur mon blog, et puis il y a un article dans l'Huffington où j'explique ça. Alors sur les réseaux sociaux, c'est surtout le fait que dès que vous mettez une information, elle est relayée tout de suite par des robots qui vont harceler les gens auxquels cette information est destinée pour qu'ils y répondent. C'est-à-dire que vous ne recevez pas une fois un message, mais vous recevez constamment des messages. Genre, un tel vous a demandé ça, vous n'avez pas répondu. Un tel vous a dit qu'il avait vu tel film, mais vous n'avez pas dit ce que vous en pensez. Et donc, du coup, il faut constamment rester... On a l'impression d'être constamment sollicité par des humains. Alors, en fait, on est constamment sollicité par des machines qui relayent des informations données par quelques humains. Donc, ça prend très vite un caractère extrêmement pressant. Alors, ce n'était pas à l'origine, hein, c'est pas tous les réseaux sociaux, pas de même manière. Et c'était certainement pas organisé à l'origine, mais les réseaux sociaux, comme vous savez, sont devenus des machines à collationner les données personnelles des utilisateurs. Et pour ça, c'est important que les utilisateurs répondent même de façon très simple. Un j'aime, j'aime pas, c'est déjà une information extrêmement utile. Si on répond par rapport à un film, un jeu vidéo, un plat cuisiné, c'est des informations extrêmement utiles pour les entreprises qui récoltent nos données, puis ensuite qui les traitent, qui les exploitent, qui les revendent éventuellement. Alors, je voudrais dire un mot par rapport à la question précédente, les exigences en tant que chercheur. Il y en a une qui me paraît très, très importante, c'est de toujours inviter à bien distinguer les relations de corrélation et les relations de causalité. Je veux quand même dire quelques mots d'une étude qui a beaucoup frappé les imaginations, qui est l'étude de Linda Pagani. C'est Linda Pagani, cet auteur canadien qui, dans les années 90, a suivi des enfants qui avaient à l'époque 2 ans, a demandé aux parents de noter le temps qu'ils passaient dans la télé. Et puis maintenant, elle continue à suivre ces cohortes d'enfants. Et donc, Madame Linda Pagani montre régulièrement que les enfants qui ont passé plus de 2 heures devant la télé présentent un certain nombre de difficultés, plus de
difficultés d'apprentissage, plus de difficultés relationnelles, plus de tendance à l'isolement social, voilà. Et donc tout de suite, il y a des gens qui ont dit, voilà, ça y est, Madame Linda Pagani a montré qu'il y a une corrélation nette entre le fait de voir regarder la télé petit et le fait de présenter un certain nombre de difficultés à la préadolescence ou l'adolescence. Oui, une corrélation, ça c'est vrai, mais pas une causalité. Parce qu'on peut très bien dire que des parents qui ont laissé leur enfant il y a une petite dizaine d'années regarder librement la télé toujours allumée, on peut penser que ce sont peut-être des parents qui par ailleurs ont moins veillé à ce que les enfants aient bien fait leurs devoirs, les ont moins aidés pour les faire, ont moins été vigilants sur les relations sur les camarades de leurs enfants, ainsi de suite. Donc peut-être qu'en fait c'est le signe c'est le temps passé devant les écrans par des enfants serait plutôt le signe d'un désintérêt des parents pour les enfants qui fait que ce désintérêt se manifeste dans beaucoup d'autres domaines. Et c'est aujourd'hui la grande question à laquelle on est confronté autour de l'influence des écrans, c'est d'arriver à démêler ce qu'il en est des écrans proprement dit et ce qu'il en est d'une certaine attitude parentale qui, quand elle concerne la consommation d'écran, concerne aussi beaucoup d'autres domaines de la vie de l'enfant. Je rebondis, Serge Tisseron, mais c'est une question pour vous trois, sur ce que vous venez de dire. L'utilité de récolter pour certaines entreprises des informations qui nous sont livrées par les réseaux sociaux, les datas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à établir aussi avec nos égos, en fait, quand vous dites le j'aime pas? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à mettre en lien avec ce qu'on appelle le système de récompense? C'est-à-dire, je pense à Facebook ou à Instagram ou à Twitter. Plus on est liké, plus finalement il y aurait une satisfaction personnelle, quelque chose qui viendrait flatter notre ego. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à mettre en lien avec cela? Le problème n'est pas simple parce qu'il a été montré que parler de soi est une source de plaisir. Donc, parler de soi sur les réseaux sociaux est une source de plaisir. Voilà. Donc, toute la difficulté, c'est d'arriver à distinguer entre un usage sain des réseaux sociaux et un usage pathologique. Alors, il semblerait que le basculement se fait lorsque ce qui est recherché sur le réseau social, ce n'est plus l'échange avec d'autres, mais c'est la valorisation de sa personne, le fait de se découvrir comme bénéficiant de plus de likes que des gens connus ou même que des gens inconnus. C'est la course aux likes. C'est que dès que quelqu'un sur les réseaux sociaux bascule dans le désir d'être toujours mieux reconnu, identifié, valorisé, il semblerait que c'est là que se effectue le basculement d'un usage qu'on peut considérer comme normal, un usage pathologique. Mais alors, encore une fois, il y a la logique du réseau social, comme la logique du jeu vidéo, et puis il y a aussi l'addictivité personnelle, c'est la somme des fragilités, des facteurs de risque et des facteurs de protection. Et ça, c'est toujours beaucoup à prendre en compte. Alors là aussi, en tant que chercheur, il faut toujours distinguer la cause d'un phénomène et l'origine d'un phénomène. Ainsi, votre rez-de-chaussée est inondé, la cause, c'est que l'eau a monté. Mais la montée de l'eau a une origine. Ça peut être quelqu'un qui a laissé ses robinets ouverts, des pluies diluviennes, un barrage qui a cédé. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens rapportent la surconsommation d'écran, notamment par les ados, aux écrans. La faute, c'est la faute aux écrans. Les écrans, c'est la cause, c'est pas l'origine. Et dès qu'on s'intéresse aux familles dans lesquelles des adolescents sont en surconsommation, on s'aperçoit souvent qu'ils ont, hélas, de bonnes raisons d'être en surconsommation. C'est-à-dire que souvent, ils se sentent abandonnés, ils se sentent délaissés, ils n'ont pas d'interlocuteur, ils ne se sentent pas reconnus. Et autour des réseaux sociaux, il a même été montré que les enfants qui courent le plus grand risque de rentrer dans la course au like, c'est ceux qui ont le moins de gratification dans leur vie quotidienne, réelle, concrète. En d'autres termes, si vous voulez éviter que vos enfants aient un abus des réseaux sociaux, eh bien, ne perdez aucune occasion de les féliciter, quel que soit leur âge. S'ils font la cuisine, c'est formidable. S'ils réussissent un peu une activité, c'est très bien. Voilà, les encourager, les gratifier. Il semblerait que ce soit la meilleure manière pour éviter qu'ils s'engouffrent dans les réseaux sociaux. Une pancarte, je te like toute la journée, liker ses enfants. Jean-Gabriel Ganassia, je vous voyais opiner du chef. Oui, non, mais c'est quelque chose... Enfin, cette distinction entre causalité et corrélation, c'est quelque chose de tout à fait classique en tant qu'informaticien, mathématicien, bien sûr. On essaye d'alerter là-dessus. Et un grand nombre d'abus d'utilisation des techniques d'apprentissage machine et d'intelligence artificielle sont liés à cette confusion qui, justement, pose un problème. Lorsque on nous dit que les machines qui apprennent
ont des résultats extraordinaires, éventuellement qu'elles vont remplacer des médecins, etc. En réalité, elles établissent des corrélations. Ces corrélations peuvent être très utiles, mais il y a des cas de figure où cette corrélation peut avoir des effets tout à fait pernicieux sur l'utilisation de ces techniques d'intelligence artificielle. Donc c'est un sujet qui est bien sûr différent de celui qui nous intéresse ici, mais je crois que c'est une question épistémologique tout à fait différente. En tant que scientifique, il faut, je crois, vraiment insister sur cet effet tout à fait néfaste. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des données que nous allons avoir des vrais résultats scientifiques et démontrables. Une question dans le public. Oui, derrière. Ah, derrière, là, je suis au fond. De l'autre côté, ouais. Ah, c'est bon. J'avais une question. On sait que le cerveau est plastique. Et du coup, je voudrais rebondir sur le sujet carrément de la conférence de ce soir. Et est-ce qu'on a trouvé un bouleversement physique dans le cerveau avec une surconsommation d'écran ou pas? Ou ça se voit pas en fait au scanner? Francis Eustache. Les scanners ne voient pas tout comme ça. C'est un peu la réponse que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans une situation d'un changement qui est important, et c'est Jean-Gabriel qui remontait à l'Antiquité avec le changement sur la mémoire, de l'invention de l'écriture, puis l'imprimerie, puis ça s'est fait lentement. Ça s'est fait lentement, mais ça a eu un effet très important sur les liens entre notre mémoire interne et notre mémoire externe, et sur la transmission orale, etc. Ça a eu un changement très important. Et notre cerveau, il est éminemment plastique. On peut donner des multitudes d'études qui montrent que... il y a eu des études sur les jongleurs, il y a eu des études sur les violonistes, vous voyez, qui font beaucoup travailler leur main gauche, etc. Et on a des indicateurs... notamment en imagerie, qui montrent que le cerveau se modifie. Alors, vraisemblablement qu'une utilisation très importante des écrans va modifier notre cerveau. Mais ça, c'est pas un bien, c'est pas un mal, vous voyez. Je pense pas que la réponse soit là, vous voyez, que ce soit le... Il faut pas développer... Parce que on entend aussi ça. Il ne faut pas développer une phobie des écrans. C'est le message que l'on doit faire passer. Enfin, nous, en tant que scientifiques, c'est absolument pas ça. C'est pas une phobie c'est pas une phobie des écrans. Mais en même temps, quand l'environnement change et quand notre rapport à l'environnement change, notre cerveau il change. Il change morphologiquement. Bon, vous savez, il y a ces fameuses études sur les chauffeurs de taxi londoniens et les chauffeurs de bus, etc. Mais il y a pléthore d'études comme ça. C'est-à-dire que si on devient expert dans un domaine, ça revient un petit peu à ça, eh bien, notre cerveau, il accompagne cette expertise. Donc, si on change de média de façon importante, eh bien, notre cerveau, il s'adapte. Donc, c'est ni un bien ni un mal. Vous voyez, et je pense que le maître mot qui a été utilisé, je pense, par nous trois, c'est le mot d'équilibre. Je pense que c'est vraiment trouver l'équilibre et puis nous, en tant que scientifiques, conserver aussi la capacité de doute. C'est-à-dire on doit réfléchir avec vous tous et en même temps garder cette humilité, quoi, face à ce monde qui change. Jean-Gabriel. Oui, deux points. D'une part, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Francis, qui d'ailleurs rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais la difficulté, effectivement, c'est qu'on est dans un monde qui change et qui change complètement. Et donc, il est difficile de faire un certain nombre d'études scientifiques parce que des gens qui n'auraient pas du tout d'écran, on a vraiment du mal à en rencontrer. Ou des gens qui n'auraient jamais utilisé Internet, aujourd'hui, on ne sait pas très bien où on va les rencontrer. Ou alors, si on les rencontre, ils sont dans des milieux ou dans des traditions culturelles qui sont très différentes des nôtres. Donc ça, c'est le premier point, difficulté d'études et de conclusion fiable sur ces évolutions. En même temps, on a l'impression qu'il y a des évolutions. Enfin, il y a énormément d'éléments qui permettent de le dire. Puis, deuxième point, alors je voudrais juste qu'on ne se méprenne pas sur ce que nous disons. Le cerveau est plastique.
d'un individu, effectivement, nous changeons. Nous sommes très certainement différents de ce que ont été nos parents, mais ça ne veut pas dire que ça s'hérite. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait des mutations de l'humanité. Ce sont des périodes de temps qui sont beaucoup trop brèves pour qu'on puisse observer des mutations. Et donc, les tentations transhumanistes qui peuvent exister, en tout cas les théories qui se font là-dessus, et qui diraient que l'humanité va changer d'ici quelques années, elles ne sont absolument pas fondées. Oui, la grande difficulté, et en même temps ce qui est passionnant, c'est de placer tous ces bouleversements dont nous parlons dans une perspective évolutive. Notre attention, notre mémoire ne fonctionne déjà plus du tout comme à l'époque des chasseurs-cueilleurs. On peut considérer qu'on a le même cerveau, mais on n'utilise pas les mêmes zones de la même manière. On en utilise plus certaines, d'autres moins, et notre relation au monde a complètement changé. Du fait des bouleversements technologiques, il est probable qu'il va y avoir encore énormément de changements, mais personne ne sait très bien lesquels. Mais encore une fois, il faut comprendre que notre cerveau ne fonctionne pas comme à l'époque des chasseurs-cueilleurs ou comme à l'époque du Moyen-Âge, probablement, pour des gens qui sont constamment menacés par la famine. Mais en revanche, ça ne veut pas dire que les bouleversements actuels entraînent des changements qui seraient préjudiciables aux individus ou à l'espèce. L'important, c'est de comprendre, comme dit très bien Jean-Gabriel, qu'il n'y a pas de changement de l'anatomie, voilà, mais il y a un changement, il y a des bouleversements permanents dans la manière dont nous utilisons nos capacités. Vous voulez dire que la catégorie de surfer-scroller n'est pas encore attestée? Alors, on peut réactiver la catégorie de chasseurs-cueilleurs si on décide de vivre à la campagne au milieu de bêtes féroces et qu'on doit se protéger constamment du risque qu'elles nous sautent dessus, mais c'est assez peu probable. Non, vous savez, le chasseur-cueilleur... Tout ça filmé par M6, ça pourrait être intéressant. On a peut-être une idée de... Non, mais il y a une nouvelle espèce qui est en train de naître. Ce sont les Homo sapiens, qu'on connaît, qu'on voit chez nous souvent, qui zappent en permanence. Mais bon, je pense que... Une question dans le public. Oui. Bonsoir, merci pour votre présentation. J'ai appris des choses. Par contre, moi, je suis venue pour connaître les bouleversements sur le cerveau par rapport aux écrans. Et la chose que j'ai retenue, c'est qu'il ne faut pas les utiliser entre 0 et 3 ans, sinon on n'utilise pas notre cerveau convenablement pour acquérir d'autres compétences. Mais est-ce que vous pouvez, chacun d'entre vous, nous dire quels sont pour vous les bouleversements que les écrans induisent sur le cerveau exactement? Merci. Tu veux commencer? Est-ce que le terme de bouleversement, finalement, était déjà bien choisi pour notre intitulé de la soirée? Parce que bouleversement, ça sonne un peu... Moi, je pense que ce n'est pas une question de bouleversement, mais il est normal que nos facultés cognitives sont stimulées de façon différente. On ne fait pas la même chose, mais en même temps, c'est pas une régression complète. Et je crois qu'il y a des aspects positifs aussi. Enfin, il faut pas. Quelles nouvelles compétences, par exemple, peut-on apprendre, avoir, posséder, grâce à la fréquentation de jeux vidéo ou à la fréquentation des réseaux sociaux? La fréquentation des réseaux sociaux, ça c'est autre chose, parce que là, c'est pas les écrans. Enfin, c'est un contenu via un écran. Qui est d'un ordre un tout petit peu différent. C'est-à-dire que je crois qu'avec les réseaux sociaux, c'est pas tellement la question cognitive, c'est le tissu social qui est structuré différemment. C'est-à-dire le fait que les notions qui font la trame de ce tissu social, la réputation, l'amitié, etc., se transforment. Donc c'est un bouleversement important, mais qui n'est pas uniquement d'ordre cognitif. D'ordre cognitif, oui, parce que nos capacités d'attention sont sollicitées de façon très différente. Et je crois que l'inquiétude qu'on peut avoir, mais je le dis, peut-être Francis le dira mieux que moi, parce que moi je n'ai aucune preuve scientifique de ça.
Mais mon sentiment, c'est quand même que nos facultés d'attention ont tendance à se disperser. Il y a un parallélisme de l'attention et peut-être une concentration plus faible qui serait préjudiciable. Moi, c'est ça, bien sûr, que j'aurais tendance à dire comme danger, comme risque. Francis Eustache, est-ce que l'imagerie cérébrale peut nous aider justement à voir ce qui se passe dans nos cerveaux au moment où nous sommes devant l'imagerie nous aide dans un contexte scientifique plus global. L'imagerie, elle nous donne pas une réponse directe. Alors, je voudrais essayer de répondre à votre question. Bouleversement, ça peut être positif, ça peut être négatif. J'ai compris que vous orientiez plutôt vers les aspects négatifs. Je voudrais reprendre ce qu'a dit Serge Tisseron à un moment donné, en faisant référence à certaines études, où en fait l'utilisation de certains jeux, etc., ça va améliorer les performances cognitives, ça va même donner des plus à des patients qui ont des troubles, par exemple, de lecture, etc. Ça a été montré. Et donc, quelque part, ça nous permet, ou ça permet aux enfants, aux adolescents, de forger une forme d'intelligence vive, et d'avoir d'être plus rapide dans certaines situations, de traiter plus d'informations en même temps, jusqu'à un certain point. Et c'est positif, parce que dans le monde actuel, on a besoin de répondre rapidement à un certain nombre de situations. Donc ça va être un des aspects positifs. Puis à côté de ça, et j'emboîte le pas à Jean-Gabriel, un peu le pendant de ça, c'est que l'univers numérique va nous placer dans une situation d'attention diffuse. C'est-à-dire qu'il y a multiples sollicitations, et ça, c'est négatif. De façon générale, c'est négatif. Parce qu'il y a cette mémoire vive, cette intelligence vive qui nous permet de répondre vite à une sollicitation, mais nous avons besoin aussi de temps plus long pour d'autres formes d'intelligence ou d'accéder à d'autres formes de mémoire. Bon, par exemple, certains apprentissages ou la lecture d'un livre complexe. Donc on a besoin de temps là, et on a besoin de pouvoir se concentrer là. Et potentiellement, l'univers numérique et ses excès peut nuire à cette forme d'intelligence et à cette forme de mémoire. Et puis, peut-être pour vous répondre plus directement sur le cerveau, ce sont des réseaux qui s'activent, qui coactivent, qui travaillent ensemble. Et il y a un réseau qui est très important quand on parle de mémoire, c'est le réseau du mode par défaut. C'est ce réseau qui s'active. Là, c'est une découverte effectivement de l'imagerie cérébrale. C'est un réseau qui s'active quand, a priori, on ne fait rien. On ne fait jamais rien, en fait. Et quand on n'est pas en situation de stimulus-réponse, vous voyez, quand on n'est pas toujours sollicité, bien, notre cerveau a cette capacité de partir dans ses pensées, notamment dans les pensées futures. C'est là que la pensée future s'exprime le plus. Et ce moment-là est très important pour notre mémoire, pour faire la synthèse à la fois de la mémoire de notre passé, puis comment on va appréhender le futur. Alors, peut-être que... Alors, c'est évidemment pas l'écran ou la consultation d'un écran qui va nuire à ce réseau du mode par défaut, mais par contre, c'est plus... Là où je vous rejoins, c'est une utilisation intempestive, vous voyez, de ces médias ou d'une multiplicité des médias, qui va nuire à ce trio gagnant qui serait, pour apprendre, c'est être en opportunité de se concentrer sur une information et faire en sorte que notre univers ne soit pas pollué par des sollicitations multiples. Ça, c'est le premièrement. Deuxièmement, conserver des temps à soi, où on va pouvoir faire la synthèse pendant la veille. Et puis, troisièmement, maintenir une qualité de sommeil suffisante. Donc là, on a 3 éléments. Vous voyez, ma réponse est finalement assez simple. 3 éléments qui doivent nous faire réfléchir. Mais surtout pas... et je rejoins toutes les discussions qui ont eu lieu sur les liens faciles de corrélation. Vous voyez, ce n'est pas les liens de cause à effet, ce n'est pas l'écran qui va entraîner une modification drastique du cerveau qui va nous rendre plus bêtes. Par contre, que l'on mène cette réflexion-là,
Ça me paraît important, et notamment dans un cadre éducatif. Serge Ticheron, est-ce que le terme de bouleversement était, d'après vous, le terme qui était le plus idoine pour notre intitulé? Oui, alors je crois qu'il faut bien distinguer ce qu'il en est des écrans pour le tout petit et ce qu'il en est des écrans au-delà, hein, le préadolescent, l'adolescent, l'adulte. C'est-à-dire que pour le tout petit, on peut raisonner en termes de ou bien ou bien. C'est vrai que pour le tout petit, aujourd'hui, dans l'état actuel des écrans, le temps qu'il passe devant un écran est du temps perdu pour toutes les acquisitions qu'il a à faire. Bon, si c'est un accompagnement sur 5-10 minutes, comme je disais tout à l'heure, ce qui est important pour le tout petit, c'est la relation. Ça ne va pas être l'écran. On peut jouer avec lui en utilisant une balle de tennis, en utilisant des cubes, en utilisant une tablette pendant 10 minutes, pourquoi pas. Donc là, on raisonne en termes de ou bien ou bien. En revanche, quand l'enfant grandit, eh bien, il faut penser les choses en termes de à la fois, à la fois. Et ça, il y a une étude qui l'a très bien montré, vous la trouverez sur Internet, elle s'appelle Media in Life, elle a été réalisée par Médiamétrie en 2016. Et c'est une étude qui montre que ceux qu'on appelle les millénials, c'est-à-dire qui sont nés avec les technologies numériques, ils sont toujours sur leur téléphone mobile, ils sont énormément sur les réseaux sociaux. Mais la même étude montre qu'ils vont beaucoup plus, enfin ils vont plus, dit l'étude, plus au cinéma avec les copains que toutes les tranches d'âge confondues, ils vont plus au restaurant avec des copains que toutes les tranches d'âge confondues, ils lisent autant que toutes les tranches d'âge confondues, et donc finalement on s'aperçoit qu'ils ont un autre mode de socialisation, et même plutôt un mode de socialisation in real life, en vraie vie quotidienne, de meilleure qualité que les gens qui ont une consommation de leur téléphone mobile moindre. Donc on s'aperçoit qu'il ne faut pas penser en termes d'exclusion, hein, le temps passé sur les écrans ruinant la vie sociale traditionnelle, ce qui amènerait à terme un bouleversement de la sociabilité. Oui, il y a un bouleversement de la sociabilité dans la mesure où, avec les écrans, les gens organisent beaucoup plus leurs relations en termes de centres d'intérêt partagés. Ils improvisent beaucoup plus leur vie au jour le jour. Tout le monde connaît l'ado qui, à 19h, ne sait pas ce qu'il fait. À 19h05, il sait qu'il a rendez-vous place de la Nation. Et à 19h10, il vous dit, si vous lui demandez, si vous avez la curiosité, enfin, si vous arrivez à le joindre par téléphone, qu'il a un autre rendez-vous à un autre endroit. Tout le monde connaît ça. Donc c'est cette capacité aussi d'improvisation qui fait qu'ils peuvent se retrouver très vite. Et les millénials, les fameux millénials, parmi lesquels il y a beaucoup de jeunes adultes, eh bien, ils ont cette capacité-là. Alors, ce que je voudrais dire encore, c'est que par rapport aux jeux vidéo, les jeux vidéo développent, certains jeux vidéo jouent en petite, dans des tranches avec peu de jeux vidéo. Il a été montré que les enfants qui ont une petite consommation de jeux vidéo, c'est-à-dire moins de 2 heures par jour, 1 heure à 2 heures par jour, se sentent plutôt mieux dans leur peau, ils ont des meilleurs résultats scolaires. Ce qui est problématique, c'est la grosse consommation de jeux vidéo. Et donc, autour des jeux vidéo, il y a l'idée aussi, je vous le disais tout à l'heure, améliorer des capacités d'attention et de concentration, mais aussi faire face à l'imprévisible. Les jeux vidéo, on ne sait jamais ce qui va arriver. Il faut constamment développer une forme d'attention dans laquelle on est capable de répondre très très vite à ce qui est imprévisible. Or, comme vous savez, on va devoir de plus en plus répondre à l'imprévisible, beaucoup de gens nous disent qu'aujourd'hui, on ne sait pas quelle forme la catastrophe prendra, mais ce qui est certain, c'est qu'elle prendra une forme qu'on n'avait pas prévue. Donc, l'obligation de faire face à l'imprévisible, l'obligation de faire évoluer ses comportements très vite en fonction des réponses qui sont apportées, ce n'est pas des compétences qui sont très stimulées par la vie sociale, c'est des compétences qui sont très stimulées par la pratique des jeux vidéo. Une espèce de plasticité à pouvoir changer très vite de comportement en fonction des réponses de l'entourage. Évidemment, ça fonctionne encore mieux quand parallèlement, la personne a en effet une vie sociale riche, mais encore une fois, l'étude Media in Life montre que c'est le cas des millénials. Merci beaucoup à vous trois. D'après ce que j'ai entendu, donc plus quelles évolutions pour nos cerveaux plutôt que quels bouleversements. La réponse au quiz, parce que c'est ça que vous attendez, je vois bien. Est-il vrai qu'il existe plusieurs types de mémoire? C'était oui. La mémoire ne correspond pas à un processus unique, elle se segmente en plusieurs types permettant à l'individu d'intégrer les données durant un certain laps de temps en fonction de l'utilisation et des besoins qu'il en a. Ça, c'était pour notre première question. Sommes-nous tous égaux, toutes égales face au risque de développer un usage problématique des écrans? Là, vous avez répondu 1000 fois au moins déjà lors de cette conférence. C'est bien sûr faux. Certains facteurs prédisposent les utilisateurs d'écran à avoir une pratique excessive, voire problématique. Vous l'avez dit, mal-être, ennui, manque de confiance en soi, insomnie, absence de perspective dans la vie, solitude, etc. Le reste sur cet écran que je vous laisse découvrir. Troisième question. Une forte consommation de télévision augmenterait-elle
le risque de souffrir de la maladie d'Alzheimer? Prudence, c'était la réponse. Pourquoi prudence? Parce qu'il n'y a pas d'études à ce jour et que l'étude récente, la seule dont on dispose, c'est celle de l'Institut pour la recherche de Californie du Nord, qui a mis en évidence un lien entre la sédentarité, la performance cognitive et le risque de démence. Mais pour les besoins de cette étude, un groupe d'adultes a été suivi pendant 25 ans. Les résultats sont sans appel. Les personnes ayant un mode de vie le plus sédentaire étaient aussi celles qui enregistreraient les résultats les plus faibles aux exercices cognitifs. Cette étude va même plus loin en montrant que les personnes qui regardaient la télévision durant au moins 4 heures chaque jour avaient également de faibles résultats à ces tests une fois arrivées à l'âge mûr. Alors pourquoi prudence? J'ai toujours pas compris en fait. C'est une étude de corrélation. Ben oui, Voilà, c'est une étude de corrélation totale, mais pas du tout de causalité. Et voilà. Merci. Des grands remerciements à l'INSERM, évidemment, à Univers Sciences et à la Cité des Sciences et de l'Industrie qui nous accueille. Grand merci à nos techniciens. Merci beaucoup. Grand merci à nos invités Francis Eustache, Jean-Gabriel Ganassia et Serge Tisserand. On va continuer à les connaître et à lire et à savoir ce qu'ils avaient à nous dire parce qu'on a passé vraiment un très bon moment avec eux. La mémoire au futur, un ouvrage qui est dirigé par Francis Eustache. Vous y trouverez un article signé de Francis Eustache, mais aussi un article signé de Jean-Gabriel Ganassia, également de Bernard Stiegler et de quelques autres. C'est chez Le Pommier, d'accord? Voici un autre ouvrage très instructif pour aller contre les idées reçues, mais aussi une sorte de petit démécum de qu'est-ce qu'on peut faire avec les écrans selon notre âge, etc. Serge Tisserand, Apprivoiser les écrans et grandir, aux éditions RS. Nos invités ont écrit énormément de choses, hein, vous le verrez en consultant vos écrans. Vous consultez aussi vos écrans si vous voulez découvrir le site passionnant de Serge Tisserand, très complet. Et pour les passionnés de sérendipité, c'est absolument parfait. On découvre des choses très intéressantes. Notre prochain rendez-vous ici même, c'est le jeudi 11 octobre. On fait attention pour ceux et celles qui ont se signé. Une petite erreur, vendredi 11 octobre, c'est un piège, hein. En fait, ce n'est pas le vendredi 11 octobre, c'est le jeudi 11 octobre. Nous discuterons ensemble de ce concept de chronobiologie, les 24 heures chrono de l'organisme. Merci beaucoup, merci de votre venue. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.